Chers lighters, chères lighteuses, bienvenue dans l'épisode numéro 27 du podcast Light présenté par moi-même, Dali Dutilleul. Encore un nouvel espace, encore un nouveau lieu. Pour ceux qui suivent sur YouTube, figurez-vous que je ne suis plus en Thaïlande, je ne suis plus en Chine, ni même en Turquie, mais je suis en Norvège, à Oslo. Et il faut savoir que j'adore cet endroit. J'y suis arrivé il y a 3 jours et ça tombe bien parce que ça sera un des points de ce podcast. On va parler de la Norvège et de pourquoi est-ce que c'est, mine de rien, un pays qui est assez stylé et plus précisément pourquoi est-ce que Oslo, j'adore cette ville. Je le rappelle pour ceux qui arrivent, Light, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast qui a un seul et unique objectif, quelle que soit la graine que tu aies fleurie. Pour les 50 idées de cette semaine, j'ai préparé des choses, intéressantes. J'ai remarqué que j'utilisais beaucoup ce mot quand je réécoute les podcasts. D'ailleurs, je tiens à m'excuser. La semaine dernière, j'ai dit un petit peu trop de « e » et je pense avoir identifié le pourquoi du comment. C'est notamment parce que comme j'étais dans une auberge de jeunesse, j'étais tout recroquevillé et je savais qu'il y avait des gens qui m'écoutaient et potentiellement que je dérangeais. À mon avis, ça a dû me stresser un peu. On verra si c'est différent aujourd'hui. Là, j'ai pris un Airbnb qui est plutôt sympathique. Il y a une immense bibliothèque derrière moi. Je trouve ça vraiment stylé. Bref, les 5 grandes idées. Pour commencer, on va parler de Charlie Munger. Les 3 grandes leçons que j'ai tirées de ce monsieur qui, avant de mourir, parce qu'il est mort il y a 1 an malheureusement, pesait 2,5 milliards d'euros. Et contrairement à beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent, lui, au moins, il était sage. Parce que j'ai un peu l'intuition selon laquelle il y a beaucoup de gens qui, avec le fait de gagner beaucoup d'argent, perdent un petit peu l'essence même de la vie humaine et de ce qui compte. Lui, c'était pas le cas. En 2, on va parler de l'anti-scale. Pourquoi une bonne idée sous stéroïdes devient tout de suite une mauvaise idée. J'ai des insights sur ça qui sont excellents. Personnellement, moi j'ai découvert ça cette semaine et j'ai eu les petits moments de « Oh, pas mal ». En 3, on va parler de Oslo et la Norvège. Pourquoi est-ce que ce pays est exceptionnel. En 4, l'arnaque du minimalisme. Et j'aimerais faire la distinction entre l'essentialisme et le minimalisme. C'est pas toujours très clair. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes à tirer de ça. Et pour finir, on verra une espèce en voie d'extinction qui est le beau. D'ailleurs, pour cet épisode-là, j'ai essayé de faire un setup un peu plus stylé. J'espère que ça a marché. J'ai même pas je filme avec l'iPhone, donc c'est un peu frustrant quand t'as pris l'habitude de filmer avec des caméras qui coûtent 5000 balles. Mais bon, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je tiens à dire que le voyage en sac à dos, j'ai quasiment rien comme setup. J'ai pour travailler un ordi, des livres, un micro et un iPhone. Mais en vrai, ça fait le taf. Ça fait le taf. Après, c'est vrai que je travaille pas beaucoup. En ce moment, je travaille pas beaucoup. Mais bon, bref. Je le rappelle, pour ceux que ça intéresse, tu peux acheter mon second cerveau avec le premier lien dans la description. D'ailleurs, j'ai changé la page parce qu'avant, c'était un truc super moche et tout. Justement, parce que comme le beau est en train de disparaître, j'ai pas trop envie d'y contribuer. Donc, je me suis dit, allez, on va faire un truc un peu plus stylé. Bref, premier lien en bio, tu peux acheter l'accès à mon second cerveau, accès à vie, et tu as dans celui-ci plus de 500 notes. Je dis qu'il y a plus de 500, mais en vrai je pense qu'il y en a plus de 700, même peut-être 800, je sais pas exactement. Cette semaine j'en ai encore pris des très intéressantes, et donc chaque semaine je le mets à jour. Ça coûte 20 €, et si ça t'intéresse, tu peux y aller. On est parti pour le plan de semaine, comme à notre bonne habitude. Alors, je vais être très sincère, je viens de m'en rendre compte à l'instant que je l'ai pas fait. Mince, je n'ai pas fait mon plan de semaine. Bon, c'est pas très grave, j'ai à peu près en tête les grandes idées. Au niveau de la downlist, je vais me servir de mon agenda. Souvent, c'est comme ça que je me souviens de ce que j'ai fait. C'est un peu plus simple, j'essaye de le noter dans mon agenda. Alors, je suis content. Cette semaine, j'ai réussi à caler 5 séances de sport. Et là, je me suis bien bougé. C'était dur en Thaïlande parce qu'il faisait très chaud, parce que je voyageais beaucoup. Et j'ai pris conscience d'un truc.
aussi, ça c'est assez personnel, c'est que je ne suis pas fait, sur le long terme, en tout cas, pour vivre dans des pays chauds. D'ailleurs, c'est pour ça que la Norvège, ça m'intéressait aussi. Et il s'avère que j'ai fait des recherches un peu sur l'homme de Néandertal, qui a précédé, enfin, il semblerait que cette espèce soit éteinte, mais évidemment, on a quand même hérité de certains traits et il y a des gens plus que d'autres. Et je pense que c'est mon cas. Et il y a des caractéristiques physiques qui font que le gène de Néandertal est plus présent chez toi que d'autres. C'est pas une théorie fumeuse, mais il y a pas mal d'études sérieuses sur le sujet. J'ai lu des trucs et notamment des caractéristiques physiques qui sont par exemple le fait d'avoir une grosse ossature, ce qui est mon cas, le fait d'avoir un nez quand même assez imposant pour pouvoir réchauffer au mieux l'air et le filtrer au mieux, ce qui est mon cas. Bref, pas mal de choses qui me font dire que j'ai probablement un peu plus que les autres des gènes de Néandertal et donc que ça ferait sens de vivre dans un pays froid. Pas toute l'année, hein, évidemment, mais en tout cas, et c'est là où c'était dur la Thaïlande et tout, c'est que bah tu respectes pas les saisons quoi. On est en novembre, il fait 30 degrés, bon bah c'est normal que ton corps il soit un peu du père. Mais bref, tout ça pour dire que c'était galère de s'entraîner sous cette chaleur et que je sentais que si je poussais un peu la machine trop loin, en plus de la pollution, de changement d'environnement, tous ces trucs, j'aurais pu vite tomber malade ou je ne sais quoi. Mais bon bref, là j'ai quand même réussi à caler 5 séances, donc c'est très chouette. Vendredi, j'ai pris l'avion, 13 heures d'avion, de Bangkok à Oslo. Autant vous dire que je me suis levé une bonne dizaine de fois pendant le trajet pour aller derrière et faire des étirements. J'aime bien faire ça. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai écrit une newsletter. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, dans laquelle je parle un petit peu de l'importance de se retrouver seul. Fais ça pendant un mois et je te garantis que tu réussiras. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien pour s'inscrire à la newsletter. Et ensuite, ah ouais, c'est vrai que ça aurait été quand même un peu mieux de faire le plan de semaine, mais bon, bref, c'est pas très grave. De toute façon, ça me concerne. Je le ferai plus tard. Je vous laisse en faire de même. Je trouve que le plan de semaine, je le répète depuis le début du podcast, mais c'est quand même pertinent de le dire. C'est génial, en fait. C'est génial parce que toutes les semaines, tu peux avoir un petit récap et c'est un moment d'introspection qui est toujours le bienvenu personnellement. Je prends toujours du plaisir à faire ces plans de semaine et à essayer de me questionner et de savoir bon bah qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer et surtout est-ce qu'on a l'impression d'être encore sur le bon chemin, sur la bonne direction. Donc je sais pas c'est quoi vos systèmes d'organisation, mais moi c'est celui que j'utilise depuis plus de 2 ans maintenant et je compte bien le conserver. Ça permet d'avoir une sorte de clarté mentale où tu sais que au moins tu as ce moment, si dans la semaine ça va pas trop, pour recalibrer un petit peu. Et ça c'est chouette. Et ça c'est chouette. Ok. Attaquons-nous tout de suite au bon Charlie Munger. Charlie Munger, donc comme je l'ai dit précédemment, il est mort il y a un an. Il est né en 1924, donc mort à l'âge de 99 ans, ce qui est un peu stylé quand même. Ah, je pense à un truc aussi, je sais pas pourquoi je vais le dire, mais il est 6 heures du mat, là, à Oslo. Comme il y a le décalage horaire, je fais que de me lever à 4-5 heures, donc il y a pas trop de lumière. C'est un petit peu difficile. Je me suis couché à 18 heures hier parce que, bah, quand tu te lèves à 4 heures, que t'as des journées où tu marches 10 km tous les jours et qu'en plus tu fais des séances de sport et que tu travailles et tout, c'est un peu fatigant. Bref. Charlie Munger, c'était l'associé de Warren Buffett. Les deux, ils faisaient la paire. Et bah pour Warren Buffett et pour beaucoup, c'était vraiment un des hommes les plus intelligents du monde qui avait compris beaucoup de choses et qui était vraiment rempli de sagesse. De base, c'était un avocat. Il était avocat et il a fait ses études à Harvard. Puis après, il a notamment été connu pour sa capacité à investir correctement avec Buffett. Et il était aussi partisan d'une approche philosophique multidisciplinaire dans les affaires, une sorte d'éclectisme qu'on apprécie. Et je pense que tous les gens qui
sont vraiment intéressants et qui le restent avec le temps sont des gens qui ont une forme d'holisme, c'est-à-dire une approche intégrale sur certaines choses et qui se contentent pas d'étudier un sujet et de développer une expertise dedans. En 2023, sa fortune à Munger, elle est estimée à 2,5 milliards de dollars par Forbes. Et maintenant, je vais vous partager les 3 grandes leçons. La première, c'est ce qu'on appelle the duped avoidance tendency. En 90, Charlie Munger, il a donné une conférence qui s'appelait The Psychology of Human Misjudgment, dans laquelle, il a partagé 25 biais cognitifs qui poussent l'être humain à prendre des mauvaises décisions. Et parmi ces 25 biais, il y en a notamment un qu'il appelle The Duped Avoidance Tendency, dont j'avais jamais entendu parler, mais qui est très intéressant. Il faut que je trouve des synonymes au mot intéressant. Ça serait pas mal. Donc, je cite, il dit « The brain of man is programmed with a tendency to quickly remove doubt about researching some decision. » Donc, le cerveau humain, il est fait pour avoir une tendance à enlever assez rapidement le doute quand il doit prendre une décision. Et c'est assez facile, d'un point de vue évolutionniste, de comprendre pourquoi l'animal a pris l'habitude de faire ça. Face à un lion, plus rapidement t'as capté que tu devais courir et te barrer, mieux c'est. Et parce que s'il y a bien un truc qui pourrait être contre-productif dans notre capacité et dans nos chances de survie, c'est d'être face à ce lion et de se poser la question c'est quoi la meilleure décision à prendre? Évidemment, ça ne fait pas de sens. Mais donc, découle de cette tendance une incapacité pour l'être humain à vivre dans un monde incertain. Et en permanence, il va chercher à éviter le doute. Parce que c'est difficile d'agir quand on doute. Et donc, en fait, moi, je le vois bien dans ma situation où par exemple, tu passes d'un projet à un autre. Entre ces 2 projets, il va y avoir une phase de doute qui est importante. Parce que, déjà, est-ce que tu as bien fait d'arrêter ce premier projet? Est-ce que tu ferais bien de partir sur ce deuxième projet? Il est dur, cet endroit, il est inconfortable, il est rempli de doutes, d'incertitudes, mais pourtant il est nécessaire si on veut changer. Donc je trouve ça intéressant de voir que l'être humain cherche constamment en fait à éviter le doute et il va essayer de se rassurer de le plus de manières possibles. Mais je crois que j'ai une citation de Taleb sur ça qui est intéressante. Toujours le bon Taleb. Taleb qui dit invest in preparedness, not in prediction. Investissez dans les préparations, non dans les prédictions. Parce que en fait, comme on a cette tendance à éviter le doute, à éviter l'incertitude, on essaye de faire des prédictions sur l'avenir. C'est logique. On essaye de savoir comment ça sera quoi la météo demain, machin et tout. Mais au lieu d'investir nos efforts et notre temps sur les prédictions, on devrait plutôt les investir sur notre préparation. En gros, sur notre capacité à mieux tolérer le doute et l'incertitude. Et ça, c'est une leçon pour laquelle je suis extrêmement convaincu. D'où la loi de l'hormèse, c'est-à-dire le fait de se renforcer par des événements qui pourraient être stressants pour le corps. À partir du moment où derrière on laisse le temps à celui-ci de se réparer et d'emmagasiner un peu toutes les infos, il grandit encore mieux préparé et il est de nouveau capable d'affronter un peu mieux les problèmes. Ok, deuxième leçon, no pain, no pain. C'est en gros, j'ai lu un livre cette semaine qui s'appelle Same as Ever, qui est excellent, vraiment très très bien, écrit par Morgan Housel. Le résumé est évidemment dans le second cerveau, je me suis chauffé. Je pense que le résumé, il fait... Ouais, je sais pas, il fait combien, mais j'en ai bien mis au moins 2-3 heures encore. Il y a vraiment des pépites. D'ailleurs, je pense que je vais en faire une vidéo YouTube qui s'intitulera genre 7 leçons intemporelles sur la psychologie humaine et tout, parce que c'est le propos du bouquin, c'est ok. Il commence le bouquin en disant Jeff Bezos, dans une interview, il raconte qu'on lui pose souvent la question de savoir qu'est-ce qui va changer dans les 10 prochaines années. Mais très peu de savoir qu'est-ce qui ne va pas changer. Et il déclare The second question is the more important of the two. Évidemment. Et il y a une tendance naturelle de l'être humain
à s'intéresser aux news, à ce qui se passe aujourd'hui, parce que des fois c'est important pour notre survie, mais ce qui est vraiment important, c'est les leçons intemporelles qu'on peut tirer et sur lesquelles on peut se baser. Et donc c'est tout le propos du bouquin. Mais bref, dans le bouquin, il y a une des leçons qui est Everything worth pursuing comes with a little pain. The trick is not minding that it hurts. Donc tout ce qui vaut le coup d'être poursuivi et même d'être obtenu vient souvent avec un petit peu de souffrance. Et Charlie Munger, il dit The safest way to try to get what you want is to deserve it. It's such a simple rule. It's the golden rule. You want to deliver the world what you will buy if you were on the other end. Donc le moyen le plus sûr d'avoir ce que vous voulez, c'est de le mériter, en fait. Et il y a un truc dont je suis de plus en plus convaincu avec ça, c'est que, vous allez comprendre le lien, si tu es efficient, si tu es efficace, ça signifie que tu le fais de la mauvaise manière. Ça, c'est un truc dont j'ai pris conscience récemment, mais aujourd'hui, il y a une tendance à chercher dans tout ce qu'on fait des moyens de le faire plus rapidement, une tendance à trouver des raccourcis, une tendance à être efficace, à être plus productif. Sauf que le problème de ça, en fait, c'est que on retire un petit peu l'essentiel, et je dirais même l'essence, en fait, de ce qui fait la qualité d'un bon travail, en fait. Tu peux pas économiser les heures pour atteindre un haut niveau de maîtrise. Soit tu fais le job parce que tu l'aimes, soit tu vas te faire foutre. C'est vrai, mais en fait, je pense que on cherche des raccourcis, on cherche à faire les choses plus rapidement, à faire en sorte que ça soit moins dur, que ça soit moins éprouvant, parce qu'on veut vite les résultats, en fait. On veut vite avoir la gratification de ce qu'on vient de faire. Mais ça, c'est un problème, parce que tu n'atteins aucun haut niveau de maîtrise et de performance quand tu deviens extrêmement efficace dans un domaine et que tu es capable de le faire en 20 minutes par jour. Et il y a aussi un truc important, c'est que il faut accepter une part faible d'efficacité parce que ça fait aussi partie de la vie et partie de cette incertitude avec laquelle il faut être capable de vivre. Parce que en fait, même si tu deviens très efficace pour réaliser une tâche, déjà, il y a un truc que tu peux pas nier, c'est que tu auras beau trouver tous les meilleurs processus qui font que, par exemple, on a trouvé une méthode pour que tu dépenses autant de calories en 20 minutes plutôt qu'en 4 heures de sport. Ok, certes, très bien, et il y a une forme d'efficacité, mais déjà pour le cerveau, c'est pas du tout la même chose, parce que dans tous les cas, le résultat est que t'as passé 20 minutes sur cette tâche versus t'as passé 4 heures sur cette tâche. Et ça, c'est incomparable. Et c'est là où les raccourcis ont des limites qui sont immenses. Et puis surtout, c'est cette tentative constante à esquiver les émotions négatives, à faire en sorte de rendre les choses les plus simples et faciles possibles. Mais ça, c'est pas très intéressant en fait. Bref, quand tu acceptes une part de faible efficacité, tu arrêtes de nier son existence et tu as une vision plus claire et proche du réel. C'est le problème de beaucoup de CEO qui sont pas capables de l'accepter et qui tentent par tous les moyens de contrôler leur efficacité à la minute. Ok, troisième leçon de Charlie Munger. Show me the incentive and I show you the result. Donc ça veut dire montrez-moi ce qui pousse les gens à agir et je vous montrerai les résultats. Je bois un petit peu d'eau. J'ai fait une petite réserve là, j'espère que ça suffira. Ça, je trouve que c'est extrêmement vrai. Il y a un exemple que j'aime beaucoup qui est celui des bateaux en Angleterre versus en Australie. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est... Il y avait un problème, donc c'était il y a longtemps. Dans ces bateaux, il y avait souvent des morts, en fait, parce que tu devais... Alors attendez, changer de ticket par personne qui peut rentrer dans le bateau et le nombre de personnes qui arrivent vivantes. Oui, en gros, il y avait un problème sur les incentives par rapport à ces bateaux qui faisaient d'Angleterre à Australie, il me semble.
Je sais plus exactement j'ai plus exactement la source de cette information, c'est dommage. Mais bref, l'idée c'est que en fait, ils ont changé les incentives. Le truc, c'était plus le but, c'est de faire rentrer le plus de gens dans le bateau. C'est ça qu'avaient les incentives des gens qui les conduisaient. Mais le but, c'était plutôt de faire en sorte que les gens, tu vas gagner de l'argent quand les gens seront arrivés de l'autre côté du rivage. En gros, on a changé les incentives. Le but pour la compagnie, c'était plus d'avoir le plus de gens possible dans le bateau et comme ça gagner le plus d'argent. Le but, c'était pour qu'ils gagnent le plus d'argent possible, il fallait qu'ils ramènent de l'autre côté du rivage le plus de personnes possible. Et résultat, on a fait passer de 66% à 99% le nombre de personnes qui survivaient. Ça, c'est un bon exemple d'incentive qui montre et qui modifie les résultats. Et en fait, c'est ça, on peut le voir partout. En fonction des incentives qu'on propose, on voit bien que les résultats sont différents. Et aujourd'hui, je trouve que malheureusement, il y a beaucoup d'incentives, notamment liés à l'argent, qui font que on a des résultats et des comportements qui sont pas les meilleurs. Mais bon, bref, très intéressant cette grille de lecture sur la psychologie humaine, qui est de savoir que en fonction, en effet, des incentives, eh ben, on aura des résultats qui seront différents. Deuxième idée de la semaine, on va parler de l'anti-scale. Pourquoi une bonne idée sous stéroïde devient une très mauvaise idée. Les recherches du biologiste G.B.S. Eldon ont montré que for every type of animal, there is a most convenient size, and a change in size inevitability carries with it a change of form. En gros, pour tous les types d'animaux, pour tous les types d'espèces, il existe une sorte de taille un petit peu parfaite, un petit peu optimale, et il s'avère que il y a des études qui ont été faites sur le sujet qui montrent que quand on essaye de changer la taille, mais en fait, il y a un changement de forme qui casse ce point comment je pourrais le dire? Enfin, qui casse un peu ce point d'équilibre qui était bon, en fait. Et il y a un truc intéressant, c'est que quand tu essayes de scale certaines choses, souvent, tu casses le processus et le point de most convenient size. C'est le cas avec une entreprise, par exemple, où des fois, il s'avère que quand tu essayes de scale, donc ça veut dire d'expandre, de faire grossir quelque chose, eh bien tu vas devoir, c'est logique, passer d'une taille à une autre. Mais souvent, en fait, il s'avère qu'il y a des entreprises qui ont des tailles qui sont optimales. Et la taille optimale n'est pas toujours la taille la plus grande. Et pour vous prouver ça, il y a un exemple que j'adore, qui est celui donné par Peter Woolben. Dans la nature, il y a des arbres, jusque-là tout va bien, et il s'avère que la plupart des jeunes arbres, donc qui viennent de pousser, ils sont dans l'ombre. Pourquoi ? Parce que les autres dans la forêt, en fait, ils sont beaucoup plus grands. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils grandissent doucement, un peu plus doucement que la moyenne, parce que ils n'ont pas accès au soleil. Et l'avantage de ça, c'est que ils ont le temps de construire des troncs solides. Et ce que se sont rendus compte les chercheurs, c'est que en fait, si tu plantes un arbre dans une plaine avec du soleil, il pousse beaucoup plus rapidement. Mais le problème, c'est qu'il est beaucoup plus fragile parce que son tronc n'a pas eu le temps d'être solide et renforcé, et ainsi qu'il augmente ses chances d'avoir des problèmes. Le lien de l'étude, c'est a tree that grows quickly rots quickly and therefore never has a chance to grow old. Ah non, ça c'est la citation de Peter, enfin c'est Peter Woolben qui dit a tree that grows quickly. Bon bref, un tronc qui grandit, un arbre qui grandit un petit peu trop rapidement, il n'a pas le temps de faire des racines correctes et donc il a beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes quand il grandit. Ça c'est intéressant. Et un autre exemple qui illustre ça que j'adore, c'est celui des bébés poissons. Le nom de l'étude, c'est Experimental Demonstration of the Growth Rate Lifespan Trade-off. En gros, donc il y a 2 poissons qui viennent de naître, et il y en a un dans lequel on va mettre dans une eau qui est anormalement chaude par rapport à son habitat naturel. Un autre poisson, on va faire la même chose, mais dans une eau qui est anormalement froide, cette fois. Dans l'eau froide, le poisson, il va grandir un peu plus doucement que la moyenne, et celui dans l'eau chaude, lui, il va grandir beaucoup plus rapidement. Ensuite, ce qu'on fait, au bout de je ne sais pas
quel laps de temps, mais disons un mois, on va mettre les deux de nouveau dans leur eau qui est considérée comme normale. Et ce qui va se passer, c'est que, bah, au bout d'un certain temps, ils vont tous les deux atteindre à peu près leur taille normale de poisson rouge, je sais pas, 5, 10 centimètres. Donc au début, il y a des disparités, puis après tu les remets dans l'eau normale et ça s'équilibre. On retrouve la moyenne correcte des deux côtés. Maintenant, là où il y a un truc qui est extrêmement faux, extrêmement intéressant, c'est que le poisson qui a grandi plus doucement dans l'eau froide, il va vivre en moyenne 30% plus longtemps. Alors que celui qui a eu la croissance rapide, il va mourir 15% plus tôt que la moyenne. Et la conclusion de ça, c'est que tu passes toujours à la caisse, mon gars, quand tu essayes de shortcut les processus naturels. Et c'est pour cette raison que souvent une bonne idée sous stéroïdes, entre guillemets, qui essaye de s'affranchir des processus naturels, devient très rapidement une mauvaise idée. Et la technique pour gérer une entreprise de 10 personnes n'est pas du tout la même que pour gérer une entreprise de 100 personnes. Le scale, ce n'est pas toujours une bonne idée, ça dépend en fait de tes fondations. Et par rapport à ça, moi, il y a un truc qui me... Quand j'étais petit, j'étais assez complexé parce que j'ai grandi plus lentement que la moyenne. Au foot, d'ailleurs, c'était très handicapant. Vers l'âge de 12-13 ans, j'étais vraiment un très bon joueur. En tout cas, c'est les souvenirs que j'en ai. Et puis il s'avère que bah mes camarades, ils ont commencé à grandir, à devenir plus forts, plus rapides, plus puissants, plus physiques et tout. Et moi, j'ai pas bougé en fait. Et il a fallu attendre facile 16-17 ans pour commencer à pousser quoi. Et donc bah c'était handicapant et à cette période, j'avais qu'une seule envie, c'est commencer à grandir quoi. Putain, je me souviens dans les vestiaires du collège et du lycée, j'étais là quand je me changeais, j'essayais de pas montrer que j'avais pas de poils sous les bras. Donc tu sais, j'étais là, je mettais mon t-shirt genre tac 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 parce que tous mes potes en avaient et moi j'ai eu une puberté un peu tardive. Mais en fait, quand tu prends conscience de ça et que tu vois que bah c'est des processus qui sont naturels, bah tu comprends aussi qu'il y a probablement une raison. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'aujourd'hui, à l'âge de 22 ans, je suis aussi épanoui, aussi mature sur certains aspects parce que, bah, en fait, j'ai pris le temps, quoi. J'ai pris le temps de construire des racines qui sont assez solides. Je pense notamment au niveau du corps, avec cette masse osseuse et même musculaire aujourd'hui qui est quand même assez importante, qui fait que c'est solide, en fait. C'est vraiment solide et c'est chouette. Donc bref, je trouvais ça intéressant. Quand j'ai essayé de scale un petit peu ma boîte il y a quelque temps, j'avais recruté un associé, je travaillais avec beaucoup de freelance, monteurs, graphistes, des gens qui écrivaient des scripts pour YouTube, qui construisaient des stratégies, etc. Puis des funnel builders, enfin bref, tous ces trucs. Hum, il s'avère que je me suis rendu compte que le problème avec ça, c'est que c'est comme si j'avais changé de métier en fait. Le truc, c'était plus d'être un créateur qui passait sa journée à réfléchir à des idées, à essayer de les développer, à essayer de les expérimenter aussi dans sa vie, qui prenait le temps de lire, de faire les recherches et tout, mais j'étais devenu un manager, quoi. Je passais ma journée sur WhatsApp et dire, ok, t'as fait ça, tac, 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 essaie de refaire comme ça, tac, ok, il y a cette tâche pour telle personne, machin. Et donc, je- j'ai essayé de scale. D'une part, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas. Et d'autre part, peut-être que c'était peut-être un peu prématuré, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, à la base, sont bien, qu'on aime bien, qui sont des bonnes idées, et qu'on décide de mettre sous stéroïdes par urgence de performance, par urgence de pression extérieure. Mais au final, on s'y perd et ça devient très rapidement une mauvaise idée. Et il y a un truc dont je suis de plus en plus convaincu, c'est que la pression extérieure pousse la plupart des gens à essayer d'aller plus rapidement que la moyenne. En fait, c'est dur de s'affranchir de ça et on n'y arrivera jamais. Mais là, je le vois en étant assez seul, etc. Mais j'ai surtout le fait de s'être coupé des réseaux sociaux. Je pense que ça, c'est vraiment le game changer. Mais c'est comme si
je voyais plus vraiment le sens de faire des choses extraordinaires. En fait, tu prends vraiment conscience que même si t'as du mal à te l'avouer, il y a vraiment beaucoup de choses que tu fais pour les autres. Et, et ça, sur le long terme, c'est pas l'idéal, je pense. Bref, c'est comme si là, en ce moment, j'ai un quotidien assez rudimentaire. Je fais du sport, je me balade beaucoup. Je kiffe visiter les villes juste en marchant, en fait. Juste je marche un peu au hasard et des fois je tombe sur des trucs jolis et ça me suffit, en fait. Et bref, voilà, je vais au resto. Bon, ça, c'est plutôt cool. Je prends le temps de méditer, de pas mal lire, de discuter avec des gens que je croise un peu par hasard. Et voilà, il y a pas beaucoup d'extravagance. Et en fait, quand je suis tout seul, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Alors que quand t'es exposé au monde, quand t'es dans un processus de comparaison, t'as besoin constamment d'avoir ces processus de surenchère pour te sentir valorisé, parce que c'est normal, on a besoin de ça. Mais souvent, en fait, c'est un peu, c'est une sorte de boulimie, quoi. Ça s'arrête jamais et c'est infini. Bref. Bref. Ça, c'est l'exemple des poissons, là. Moi, quand j'ai lu cette étude, j'ai pété les plombs. Je me suis dit, pouah, c'est incroyable et ça fait tellement de sens. Et de toute façon, les trucs qui font le plus de sens aujourd'hui, et moi, c'est une de mes grilles de lecture préférées aujourd'hui, c'est la nature. Regarde comment est-ce que la nature fonctionne, et souvent, tu verras qu'il y a toujours une bonne raison. Si elle agit de cette manière, si ce processus se met en place, c'est parce qu'il y a quelque chose, en fait. C'est parce qu'il y a quelque chose. Et c'est pour cette raison que vivre les émotions négatives et arrêter de fuir, c'est important. Et c'est pour cette raison que, bah, par exemple, si t'as mal quelque part, ça mérite et ça vaut le coup d'essayer de comprendre pourquoi c'est là. Parce que si tu fais pas ce travail, ça reviendra, en fait. Ça reviendra. Ok. On va parler d'Oslo et de la Norvège, un truc un peu plus détente. Un peu plus sympathique. Bon, il faut savoir un truc marrant, c'est que je suis passé de 30 degrés en Thaïlande à zéro, à, à zéro quasiment à Oslo. Et ce qui est assez ouf, c'est que j'ai juste un sac à dos, mais en fait, ça le fait, genre. Vraiment, ça le fait. J'ai pas de manteau, j'ai pas de gants, j'ai pas de bonnet, j'ai rien. Mais voilà, j'ai deux pulls. Donc il y en a un, il me sert d'écharpe, l'autre que je mets. Et en vrai, ça passe crème, quoi. Ça passe vraiment crème. Bon, la Norvège, quand j'y suis arrivé, il y a un premier truc qui m'a interpellé déjà, c'est quand j'ai pris le sort de train là pour passer de l'aéroport au centre de la ville. En fait, je m'étais habitué en Thaïlande de voir les gens constamment en train de scroller sur leur tel. Ici, j'ai vu personne sur TikTok. Absolument personne. Et en fait, dans les transports, j'ai remarqué que les gens, bah, ils étaient pas trop sur leur tel, hein. Alors il y en a quelques-uns, mais souvent je regardais ce qu'ils faisaient, et plus en train de répondre à des messages, dire des trucs, ou d'être sur Facebook un peu, mais voilà, c'était pas la même manière de consommer. Et ça, je l'ai senti sur ma manière d'être, et j'ai vraiment pris conscience en fait, c'est un truc de ouf, mais quand tu vis dans un pays comme ça, où, à mon avis, les gens passent peut-être en moyenne 2 à 3 heures de moins sur leur téléphone que les autres, ou en tout cas sur les réseaux sociaux, mais bien c'est évident qu'au niveau individuel, il va y avoir des répercussions qui sont intéressantes. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui est intéressant avec la Norvège, c'est que c'est un pays qui est assez peu peuplé, en fait. Et Oslo est remarquable pour ça. C'est une ville où il y a énormément d'espace. Énormément d'espace, énormément de nature, contrairement où en Chine et en Asie, tous les gens sont entassés et il faut rentabiliser chaque centimètre carré, mètre carré de territoire pour gagner de l'argent. Ici, c'est pas du tout le cas et je trouve que c'est très très agréable. C'est comme s'il il y avait de l'espace en fait. On sent respirer ici. D'ailleurs, on y respire beaucoup mieux. Je crois qu'en Norvège, ils sont à peu près 5 millions. Et il faut savoir aussi que c'est un pays qui est très riche. D'ailleurs, le coût de la vie est un peu plus élevé qu'en France, hein. Il me semble qu'ils ont un salaire médian
ou moyen, je sais plus, qui est aux alentours de 4 000 euros. Donc ce qui est quand même pas rien. Et je dirais que les prix sont fois 1,3, 1,5 la France. Surtout la nourriture. Genre un café, c'est vraiment comme à Paris, si ce n'est plus. Donc c'est un pays très riche parce que ils ont notamment du pétrole. Et surtout, c'est un pays qui m'a l'air très très bien gouverné, en fait. Tu le vois dans la rue que les gens, enfin en tout cas voilà, si je devais donner des premières impressions sur toutes les discussions que j'ai eues, etc., c'est des gens qui lisent pas mal, qui réfléchissent, qui prennent le temps. Enfin c'est vraiment stylé, en fait. Et tu vois la répercussion que ça a sur toi aussi et sur tes niveaux de standard, en fait. Parce que ici, il y a beaucoup de niveaux de standard. Par exemple, le sport. Un truc de ouf ici, c'est que tu sors dans la rue à n'importe quelle heure. Bon, peut-être pas à 6 heures maintenant tout de suite, mais quand tu sors dans la rue, il y a tout le temps des gens qui sont en train de courir. Tout le temps. Et ça, tu te doutes bien que sur toi, ça va avoir, de manière inconsciente, un impact qui est assez fort. Parce que quand tu vois constamment des gens courir et des gens faire du sport, bon bah oui, tu vas aussi faire du sport. Et il me semble que les Norvégiens sont très très sportifs. Ils font énormément de sport. Bon, l'alimentation, c'est pas opti, mais bon, ça va, ça reste pas trop dégueu. Et un truc aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ici, l'école finit à 15h30. Ils ont un système éducatif qui est connu pour être bien plus efficace qu'en France. Un des trucs, moi, qui me surprend le plus, c'est leur niveau d'anglais. Il est exceptionnel. Ils parlent trop, trop bien anglais. Si vous avez envie de... Moi, je me souviens, à un moment, j'avais eu cette phase où je commençais à m'améliorer en anglais. Je devenais de plus en plus bon parce que j'avais écouté plein de podcasts, plein d'applications et tout, Mosalingua, tous ces trucs. Mais il me manquait quand même l'aspect pratique. Et donc je m'étais dit, ok, bon, je vais faire fils au père. Ça, je l'avais fait. Je crois que j'en ai jamais parlé, mais j'ai fait fils au père un moment. Je suis parti solo à Eindhoven, aux Pays-Bas, dans une famille et tout. Enfin, c'était une belle aventure. Ça a duré un mois seulement, mais le but, c'était de pratiquer l'anglais. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'étais parti à Malte, solo, j'ai oublié ce truc aussi, mais oui, oui, j'étais parti à Malte pour pratiquer l'anglais, mais au final, j'étais qu'avec des Français, donc je parlais pas, ça m'a saoulé. Mais si vous avez envie de vous faire ce truc, bon, le seul petit inconvénient, ça pourrait être le coût de la vie, mais à part ça, c'est un excellent endroit pour se familiariser avec l'anglais et pour le pratiquer. C'est vraiment très très bien. Et ouais, ce que j'adore ici, c'est qu'il y a de la nature partout. C'est assez joli, mine de rien. Même les gens, en fait, je sais pas, mais j'ai ce sentiment comme quoi les gens sont plutôt bien dans leur basket, en fait. Je sens vraiment ça. Il y a on sent que c'est une ville dans laquelle il y a pas d'animosité. Enfin, c'est pas mal. Gros climat de sécurité aussi. Vraiment, moi, j'aimerais bien faire le Danemark aussi, parce que ça a l'air cool. Et, et ouais, parce que la Norvège, c'est quand même un peu loin et surtout un peu froid. La Norvège, aller à Copenhague, je pense que ce sera une de mes prochaines destinations. Ça me parle beaucoup. Mais en tout cas, voilà, c'est des pays qui sont bons. Et, et surtout, je trouve qu'ils utilisent bien leur argent, en fait. C'est ça qui est intéressant. Parce que c'est bien beau d'être un pays riche, comme Dubaï par exemple, mais c'est pas la même dynamique, c'est pas la même chose. Il y a quand même une approche assez socialiste ici, et un peu moins capitaliste, qui est intéressante. Je trouve que ça vaut le coup, en fait, d'aller dans ces cultures et de voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Mais en tout cas, ici, ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne bien, et que ça marche. Quatrième idée, on va parler de minimalisme, l'arnaque du minimalisme et la distinction entre l'essentialisme et le minimalisme. Pour faire un rappel, le minimalisme, c'est un truc qui est né aux États-Unis à la base. C'est une tendance qui est assez récente en vrai, hein, mais en même temps, on peut comprendre pourquoi, parce il y a 100 ans, on n'avait pas ce genre de problème, mais face à l'accumulation d'objets et ce consumérisme omniprésent, bon, il y a des gens qui ont dit fuck, en fait, on a beaucoup trop de trucs, ces objets finissent par nous posséder, on va réduire ce qu'on a, on va faire en sorte d'avoir uniquement ce qui est important, ce qui est essentiel, etc.
Bon, le problème, c'est que, en fait, moi j'ai beaucoup expérimenté ça, hein. C'est une tendance qui m'a beaucoup parlé, notamment parce que, encore une fois, ça a résonné avec cette obsession d'avoir du contrôle. Tu sais, c'est maintenant tu vas contrôler tes objets, genre tous les objets, tu sais pourquoi ils sont là, à quoi ils servent, tu sais combien t'en as, tu contrôles, genre t'es encore dans le contrôle. Et c'est ça en fait. Le gros problème avec le minimalisme, c'est que on voue un culte aux objets en fait. Et moi je l'ai vécu et en fait on commence à avoir une approche productiviste et utilitariste aux objets et au temps. Et ça c'est un peu un problème parce qu'à la base on cherche de retrouver une forme de liberté dans nos consommations, mais en fait les objets finissent de nouveau par nous contrôler et avoir une place trop importante dans nos vies. Genre le minimaliste, il a plus 7 7 objets, mais il a un objet qu'il a payé extrêmement cher et qui est super important pour lui, auquel il fait extrêmement attention. Ça c'est pareil en fait, là tu c'est comme si l'objet, il avait encore une fois une place qui était un peu trop importante dans ta vie. Ensuite, c'est que, le un des problèmes que moi j'ai vécu avec le minimalisme, c'est, c'est un peu comme avec l'alimentation, une forme d'obsession qui devient stressante et inutile. C'est c'est en fait, c'est une recherche de perfection et encore une fois de contrôle, hein, parce que voilà, c'est toujours la même chose, toujours la même chose. Une incapacité à supporter le doute et l'incertitude. Donc on essaye de contrôler exactement ce qu'on va mettre dans son assiette pour que ça soit parfait et en adéquation avec mon système digestif, etc. Et les objets, c'est pareil. Chaque objet doit avoir son utilité, doit être à sa place, doit être beau, doit servir à quelque chose. Mais au final, bon bah, tu te retrouves dans le magasin à réfléchir, ah, est-ce que je vais vraiment acheter cet objet? Est-ce qu'il va vraiment être utile? Alors, c'est très bien de mettre de la conscience de ce qu'on fait, etc. Mais bon, je pense que bah voilà, en fait, c'est toujours la même chose. Il y a eu des extrêmes, extrêmes d'un point de vue consumérisme. On a eu beaucoup trop de trucs. Puis bah du coup, on s'est dit, allez, let's go, on part dans l'extrême inverse, le minimalisme. Et puis maintenant, retrouvons-nous dans l'essentialisme. Ça, c'est plus intéressant et ça, c'est plus important. L'essentialisme, qu'est-ce que c'est? C'est le simple fait de se reconnecter en fait à l'essence de des choses et surtout l'essence des choses pour moi c'est justement le pourquoi de est-ce qu'on fait les choses. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Qu'est-ce qu'on va chercher? Et dans ça, il y a notamment le principe du processus qui est vraiment très très important. J'ai vu ce point, il m'a été inspiré par un gars que j'adore, que je connais pas très bien, mais qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Nomad Slim. Tous les matins d'ailleurs, c'est sa routine de mobilité. Il y a des gens qui m'ont envoyé des mails pour savoir, enfin des gens, deux, qui m'ont demandé, oui, c'est quoi la routine de mobilité que tu fais chaque matin? Bah, c'est celle de Nomad Slim. Vous mettez Nomad Slim routine, elle dure 13 minutes. Et ce que j'adore, c'est que, en fait, cette routine de mobilité, elle est pensée de manière holistique. En gros, tu vas tout d'abord commencer à bouger ta colonne vertébrale, parce qu'en fait, c'est un peu le tronc de ton arbre, c'est le truc qui va ensuite superposer tout le reste. Après, on va s'attaquer aux épaules et aux hanches, parce que bah, c'est les trucs qui permettent de tourner. Puis après, on va aux extrémités, vers les poignets, les chevilles, etc. Bref, et ça, c'est des trucs qu'il faut bouger tous les jours, en fait, qu'il faut stimuler, parce qu'ils sont à la base de la plupart des mouvements. Et bref, ce qu'il disait avec ça, et ce que j'ai adoré, et ce qui vient encore une fois contrecarrer cette tendance à chercher l'utilité et la productivité et l'efficacité, c'est que, en fait, la mobilité, et moi je le rejoins sur ce point, Slim, donc j'ai pas dit qui était Slim, mais en gros c'est un mec qui est nomade digital, qui est connu pour ses travaux et ce qu'il fait sur la mobilité, mais pas que, ancien combattant professionnel de boxe. C'est quelqu'un qui, en fait, qui a maxé beaucoup de choses, qui est très très exigeant envers lui-même, mais qui m'inspire beaucoup sur ça. Et c'est notamment en fait un mec qui est en relation avec un de mes mentors qui s'appelle Pierre Dufresne, ou encore un gars que j'adore qui s'appelle Steve. Bref, ça c'est les gens, enfin c'est des gens qui m'inspirent énormément et il en fait partie pour cette rigueur, pour cette capacité
à se challenger et surtout à réfléchir et remettre en perspective certaines choses. Bref, dans le podcast, il parlait de la mobilité et il disait, en fait, même si j'ai les mêmes effets, les mêmes bénéfices en le faisant 2 fois par semaine plutôt que 7 jours sur 7, j'en ai rien à foutre. J'en ai absolument rien à faire parce que je le fais pour aller plus loin et je le fais au-delà du retour sur investissement. Je fais les choses pour son essence. Et c'est là toute la différence entre l'essentialisme et le minimalisme qui cherche avant tout un retour sur investissement. En fait, c'est je réduis mes objets pour avoir une charge mentale moins. Mais non, mais c'est plus possible de procéder comme ça en fait. Le simple fait de faire le truc devrait te satisfaire et c'est la raison pour laquelle tu devrais le faire. Ce matin, ma séance de sport, bon, j'ai écrit ça hier. Ce matin, ma séance de sport m'a provoqué assez de bonheur. Je n'en attends pas plus. Et c'est pour ça que demain, c'est-à-dire aujourd'hui, je vais recommencer. Parce que je veux retrouver cette sensation, ce processus, ce progrès. Et il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que il disait Slim, l'objectif, par exemple, de perdre 3 kilos, en réalité, c'est un objectif qui manque de profondeur. Et c'est pour ça que on n'arrive pas à les atteindre et à les réussir. C'est parce que on cherche pas à faire des choses simplement pour faire les choses. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Et putain, je sais pas pourquoi je pense au maître. J'ai vu la dernière vidéo de. Je dis que je regarde plus de trucs, mais je regarde quand même un tout petit peu. Ça doit être la. À part tous les docus, c'est peut-être la seule vidéo que j'ai regardée sur YouTube ces 2 dernières semaines. Inoxtag est parti au Japon et à un moment il est avec un maître japonais qui fait des sushis et tout. Et lui il explique en fait que bah je crois que les 5 premières années de formation, il a pas eu le droit de faire des sushis en fait. Il s'est juste exercé à faire d'autres trucs, etc. Et là, le gars, il avait genre plus de 80 ans, il avait encore son restaurant, il faisait des sushis à la main, etc. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Et, et, et je suis beaucoup inspiré en fait par ces gens qui sont capables de faire les choses juste parce que ils prennent du plaisir à le faire. Il y a un autre truc et un autre point que j'aimerais développer sur ça, c'est que souvent, les gens travaillent dur pour gagner un avantage compétitif dans le but de pouvoir ensuite arrêter de travailler dur dans le futur. Le problème, c'est que à partir du moment où tu arrêtes de travailler, eh bien en fait, tu perds ton avantage compétitif. Le sport, c'en est un bon exemple. Tu peux fournir beaucoup d'efforts entre 20 et 25 ans et te construire un physique solide. Bon, certes, ça va avoir des implications et de l'importance sur la suite, mais tu vas petit à petit quand même perdre ton avantage compétitif et ta masse musculaire, entre autres. Et c'est pour ça que en fait, je trouve que ça sert à rien et que c'est n'importe quoi de chercher à essayer de rendre son futur plus simple et facile. Il y a des choses qui t'échappent et que tu n'as pas compris. Le but, c'est de faire en sorte que tu sois plus résilient face à ce qui arrivera plus tard. Ne cherche pas à ce que la vie soit plus facile après, cherche à être plus à l'aise avec la difficulté. Et pour ça, être efficace, c'est une connerie. Parce que plus tu es efficace et plus tu cherches. En fait, être efficace, c'est chercher à rendre les choses plus rapides. Et donc, chercher à rendre les choses plus rapides, c'est souvent les rendre plus faciles. Mais donc, tu t'affranchis de toute difficulté. Et c'est là où il y a un problème, en fait. C'est là où vraiment il y a un problème. Moi, je m'en bats les steaks de la retraite et il y a un truc qui m'intéressait à un moment, ça s'appelle je crois que c'est le frugalisme. Je vais vérifier. Frugalisme, c'est les gens qui veulent prendre leur retraite à 40 ans pour vivre ensuite la vie, machin. Je crois que c'est ça, frugalisme. Ouais, voilà, frugalisme. Concept, c'est tu vis en dessous de tes moyens et comme ça, après, tu vas pouvoir profiter de la vie, puis partir plutôt à la retraite. Mais pour moi, c'est n'importe quoi parce que, en fait, d'une part, tu ne sais pas de quoi demain est fait. D'autre part, la vie est la seule chose que tu possèdes, c'est maintenant. Donc mets les efforts aujourd'hui, tout de suite, et fais en sorte de la vivre avec intensité. Parce que, en fait, ça n'a pas trop de sens. Je sais plus où j'avais lu ça, je vais vous retrouver la citation parce qu'elle est cool. Euh,
c'est ce truc-là de partir à la retraite et d'être en mode ok, ça va être génial parce que je vais arrêter de travailler parce que j'aurai plus aucune contrainte, mais tu ne veux surtout pas ne plus avoir de contraintes dans ta vie, je te l'assure. Et je peux vous dire que quand j'étais à Pattaya en Thaïlande, j'ai rejoint mon pote et que on était dans une sorte de résidence un peu luxueuse avec piscine, machin, gens à ton service et tout. En vrai, c'est un petit peu éclaté, hein. Et moi, je l'ai fait plusieurs fois ça, en allant, c'était l'été dernier à Saint-Tropez, en étant à Dubaï ou tous ces trucs. Euh, la vie de luxe, c'est éclaté. La vie de luxe, vraiment, c'est éclaté. Alors, je dis pas que l'argent, c'est éclaté, loin de là. Et avoir de l'argent, c'est extrêmement cool parce que ça permet de vivre plus de choses. Mais si c'est simplement pour rendre ta vie plus simple, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris le but de la vie. C'est Richard Nixon qui disait The unhappiest people of the world are those in the South Coast of France and Palm Beach, going to parties. Donc sortir. Donc les gens les moins heureux dans la vie sont ceux qui sont dans le sud de la France ou sur Palm Beach. Ils sortent tous les soirs, ils boivent beaucoup trop d'alcool, ils parlent beaucoup trop, ils pensent pas assez. Ils ont aucun objectif. Et et il y a des gens qui vont me dire oui, mais tu sais, moi je veux juste être millionnaire, comme ça serait la plus belle chose qui pourrait m'arriver et tout. Si juste je pouvais arrêter de travailler tous les jours, ça serait magnifique. Et Richard Nixon, il dit They don't know life. Ils comprennent pas la vie parce que qu'est-ce qui donne du sens à la vie? C'est le fait d'avoir un objectif, c'est la bataille, c'est la difficulté, c'est le fait d'avoir du sens. Et même si tu ne réussis pas, ce qui compte, c'est d'avoir des combats. Tu as besoin d'avoir des combats. Euh, et donc voilà, c'est pour ça que pour moi ça n'a pas de sens de se dire ça sera mieux quand j'aurai plus à faire ça, quand je me serai affranchi. Oui, je suis bien d'accord qu'il y a plein de contraintes desquelles c'est mieux de s'affranchir. Par exemple, les contraintes d'un boss qui te casse les couilles. Oui, là oui, démissionne et essaye de trouver des solutions. Si tu peux le faire, c'est parti, fonce. Mais ne fais pas ça dans l'espérance et dans l'attente de ne plus avoir de contraintes. Tu veux et tu auras toujours des contraintes, c'est normal. Bref, revenons un peu sur l'essentialisme, retrouvons l'essence des choses, et en parlant de ça, la transition est parfaite avec le point 5 qui est l'une espèce en voie d'extinction qui est le beau. Le beau, le beau. Il y a le Donman, donc Étienne. Si vous avez jamais regardé ses vidéos sur YouTube, je vous les recommande. Qui disait dans une vidéo, toute dualité secondaire peut être ramenée à la dualité première, beauté versus laideur. Et si tu ne sais pas consciemment que tu agis pour le beau, c'est que tu es en face. Tu es l'ennemi. En ce moment, je passe beaucoup de temps donc seul, comme je l'ai dit. C'est très instructif, très très instructif. Je pense que personne ne regrettera. Et même c'est un peu comme si c'était une transition dans ma vie d'homme, une sorte de rite initiatique. Et d'ailleurs, c'est Étienne qui me disait ça. Comme quoi, il s'avère que dans la plupart dans la plupart des traditions anciennes, il y avait des processus qui étaient mis en place et des rituels pour aider les gens à devenir adultes, mais notamment les garçons à devenir hommes. Et ça consistait à être seul, à apprendre à se débrouiller davantage par soi-même, etc. Et donc bref, j'ai un peu l'impression d'être dans cette phase, donc avec beaucoup de solitude, et je suis dans une posture d'observateur, pas mal. Et j'ai pris conscience de ça en Chine et en Thaïlande, et ça a été renforcé par mon arrivée à Oslo, c'est que les grandes villes, en majorité, sont extrêmement moches. Vraiment très très moches, en fait. Il y a des gros buildings, tout est entassé, des fils qui dépassent, parce que bah l'objectif aujourd'hui, c'est pas forcément de faire des choses jolies, parce que souvent c'est considéré comme étant un peu futile, un petit peu inutile. Et donc ce qui importe, c'est que ça fonctionne et c'est que ça soit utile. Mais pour moi, on on passe à côté de quelque chose, et il y a un truc que j'aimerais développer, vous allez comprendre. J'ai regardé une vidéo là juste avant de faire le podcast sur ça, c'est un académicien qui racontait ça.
En fait, il y a un point commun dans les choses qu'on considère comme belles, comme beau, c'est l'harmonie. La beauté, c'est par rapport souvent à son contexte. Donc l'harmonie, par exemple, on le sait, il y a des études qui montrent que le fait d'avoir un visage symétrique, souvent est jugé plus beau que, que les autres. Et l'harmonie, comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'harmonie? On fait en sorte que les choses, les unes avec les autres, matchent bien. Mais le problème aujourd'hui, c'est que en fait, on ne cherche pas à avoir de l'harmonie parce que, bah, encore une fois, il y a un problème holisme, il y a un problème d'holistique. Il y a pas de rapport il y a plus de lien, il y a plus assez de liens. Et en gros, tout le monde, les architectes, les promoteurs, les agents immobiliers, tout le monde fait un peu chacun de son côté. Donc je vais construire ce bat 18 étages, machin, let's go. Je vais mettre des gens, ça va apporter de l'argent, ça va être rentable et tout. Il y a l'autre qui fait une tour à côté, mais sans forcément chercher à savoir. Enfin, peut-être la seule chose qui peut l'interroger, c'est ok, est-ce que ma tour va être plus grande que la sienne? Mais bon, bref, tout le monde fait chacun les trucs de son côté, et c'est là que, en fait, on perd l'harmonie. Il y a plus d'harmonie avec le reste et l'ensemble parce que on a des processus qui sont extrêmement individualistes. Et ça, je trouve ça fou, parce qu'on le voit dans l'architecture, notamment dans les villes où chacun essaye de faire son petit truc, mais du coup, bon, bah, on a des villes qui sont extrêmement moches. On voit bien, on voit bien cette, on voit bien que l'individualisme, et j'irais même peut-être plus loin en disant l'ego, même si toujours est-il bon de rappeler que l'ego ne pose pas de problème. Il pose un problème quand il devient le seul et unique guide de ton navire. Mais oui, en fait, chacun fait ses trucs de son côté, mais du coup, il n'y a plus aucune harmonie, et donc on perd le beau. Et le beau, c'est l'harmonie, et c'est pour cette raison que la plus haute forme de beauté qu'il existe sur cette terre, c'est la nature. Parce que la nature, c'est le sens d'harmonie le plus cohérent, le plus joli qu'on puisse trouver sur la terre, en fait. Tout est en harmonie, les éléments, les espèces, c'est incroyable en fait, c'est incroyable. Et donc respecter cette harmonie, bah c'est la base pour faire du beau. Et, et en fait moi j'ai davantage envie d'aller vers le beau, et davantage envie de combattre vers le beau, parce que comme l'a dit Étienne, si tu agis pas pour le beau, bah en fait tu es de l'autre côté. Et y a pas mal d'exemples de beauté, mais souvent il s'avère que quand les choses sont belles, je dirais pas qu'elles sont mieux, mais c'est pas loin. Par exemple, le corps physique, et faire attention au corps physique, c'est agir pour le beau. Pas forcément dans le sens de se sculpter un corps en allant à la muscu, mais simplement dans le sens de prendre soin de soi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec le beau, c'est que c'est quelque chose de très instinctif. Tu n'as pas besoin... c'est difficile d'expliquer pourquoi est-ce que tu trouves quelque chose beau. Ça vient assez naturellement, et d'ailleurs l'attirance envers le sexe opposé, pour ma part en tout cas, c'est enfin je pourrais dire ah ouais bah cette fille je la trouve jolie parce que voilà, je sais pas, elle a des formes, elle a des beaux yeux, une belle chevelure, un beau visage, ok, mais j'ai pas eu besoin de réfléchir et de rationaliser ça pour le sentir en fait. Et c'est dans ce sens que peut-être le beau, c'est quelque chose d'extrêmement important. On le sait aussi qu'il y a un lien aussi qui est très étroit entre le beau et la santé. Par exemple, les gens les plus beaux sont les gens qui ont des spermes de meilleure qualité. Et ça, c'est peut-être une des raisons qui fait que j'ai envie d'avoir, on va dire, un peu plus d'argent que la moyenne, c'est pour me permettre d'accéder au beau. Et pour moi, le beau, c'est pas le superficiel. Le beau, au contraire, c'est le fait de revenir à l'essence. Et revenir à l'essence, c'est par exemple revenir à des matériaux qui sont bruts. Donc c'est vivre par exemple dans une maison en bois,
avec du parquet en bois massif, avec, je sais pas, de la vaisselle qui est en céramique. Enfin bref, tu reviens à l'essence, en fait, et tu dégages ces couches qui s'opposent à la nature et qui s'opposent à l'harmonie. C'est pareil dans les vêtements, en fait. Un beau vêtement, c'est pas un vêtement de marque parce que on t'a conditionné et on t'a fait croire que ça c'était beau et ça c'était valorisé. La plupart du temps, c'est extrêmement moche, même s'il y a des marques qui font des très belles choses, évidemment. Mais à partir du moment où les logos sont apparents et qui font plus de, de 10 centimètres, il y a souvent un problème. Donc c'est pour cette raison, en fait, parce que tu peux accéder à des vêtements qui sont, par exemple, en laine. Tu peux accéder, je sais pas, par exemple, à de la soie, qui peut-être pas le meilleur exemple parce que assez peu biodisponible. Mais voilà, toutes ces choses. Un jean en 100% avec des vrais matériaux, en fait. Avec une vraie essence et qui se rapproche de nouveau, encore une fois, de la nature. Donc, voilà, battons-nous pour le beau et ça, c'est un truc que j'ai envie de tendre davantage vers ça. Je ne sais pas exactement comment est-ce que ça pourrait être fait. Je pense que déjà, j'ai tendance à agir ainsi sur certains aspects. Le simple fait d'apprendre à mieux s'exprimer, par exemple, je pense que c'est une façon de se rapprocher du beau. Et le beau, ce n'est pas qu'esthétique, en fait. Et c'est ça qui est important à comprendre et que je pense qu'on a du mal à réaliser, c'est que le beau ne s'arrête pas qu'à l'esthétisme. Il y a un truc qui m'est arrivé hier. Je suis allé au resto, donc hier midi, et je me baladais vraiment par hasard. Au bout d'un moment, je demande à des gens où je peux trouver un truc cool et tout. Je rentre dans une sorte de petit marché un peu intérieur, et je vois un resto. Et j'adore parce que tu vois les cuistots qui sont en train de préparer et tout, donc je me dis vas-y, let's go, je vais là. Moi, je savais pas, mais c'était un resto un peu fancy, on va dire. Et j'ai commandé j'ai mangé d'ailleurs du kangourou. C'était trop stylé. J'ai jamais testé le kangourou. Franchement, je sais pas, c'était tellement bien cuisiné, j'ai surkiffé ma race. Bref, j'ai l'assiette qui arrive et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je regarde l'assiette et je suis en mode, oh, mais waouh, mais attends, mais c'est impossible, je peux pas la manger maintenant là. Je dois l'admirer avant, genre. Je vais la sentir. Je vais la regarder, genre. C'est pas possible. Là, je peux pas détruire ça. Enfin, et j'étais un peu, je sais pas pourquoi, j'étais heureux pour rien, genre juste parce que j'avais un beau plat devant moi, bon, qui coûtait un peu cher, mais bon, au moins, j'étais content de dépenser cet argent pour ça. Et j'étais en mode, mais waouh, putain, c'est incroyable en fait. Et là, je prends conscience que déjà il y avait un vrai sens de l'harmonie avec des couleurs qui sont différentes, de la variété euh, en lien avec les saisons, des produits et tout. Enfin, et j'étais en mode waouh, c'est magnifique. Et donc j'ai attendu quoi avant de le manger. J'ai pris le temps de le sentir, de l'observer et j'ai pris le temps surtout de l'apprécier ce repas. Et je pense que quand on retrouve du beau, on retrouve mine de rien de la conscience et la capacité à apprécier véritablement les choses et à prendre le temps. Je pense que, très sincèrement, j'ai mis 1 heure à manger le plat. J'ai mis 1 heure. Parce que j'étais là, chaque bouchée, c'était un régal. Je voulais vraiment bien mâcher, bien prendre le temps. Je suis sorti, j'avais déjà tout digéré, quoi. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est que le beau, on le perd, hein. D'après une étude britannique qui a comparé la couleur de 7000 objets du quotidien, on s'est rendu compte que 15% des couleurs étaient noir, blanc et gris en 1800, alors qu'aujourd'hui, presque 40% d'entre elles sont noir, blanc et gris. Pareil avec les voitures, 3 voitures vendues sur 4 sont blanches, grises ou noires. Alors qu'en 1952, les 3 quarts étaient rouges, vertes ou bleues. Donc la couleur disparaît. Et ça, c'est évidemment en lien avec la disparition du beau. Parce que en fait, et c'est ça, c'est vraiment c'est ça le problème de l'utilitarisme, hein. C'est que on pense que le beau ne sert à rien. On pense que le beau ne sert à rien. Et je suis persuadé qu'on se trompe. On se trompe. Le beau, même le beau, mais c'est là en fait, c'est ce truc. Je pourrais te dire que le beau est utile, mais je perdrais le beau en fait si je faisais ça.
Parce que du coup, je ne reviendrai plus à l'essence. Et je serai dans cette optique un peu minimaliste. Enfin bref. Hum, c'est pour ça que que j'ai voulu refaire ma petite page pour le second cerveau parce que c'était vraiment horrible. Là, normalement, c'est un petit peu plus beau. Alors, il y a pas de couleur, mais c'est déjà, c'est déjà un peu plus harmonieux. Et on va essayer de faire ça de plus en plus au quotidien. Même simple fait de prendre le temps. Il y a un truc de Taleb que j'adore. C'est My only measure of success is how much time you have to kill. Ma seule mesure de succès, c'est combien de temps t'as à tuer. Ça, c'est tellement vrai. Moi, pendant longtemps, j'ai aspiré à avoir des journées remplies et immensément stimulantes pour que quand j'arrive au resto avec les gars, je suis en mode putain les gars, waouh, t'as fait toute la journée, je fais ça, machin, machin. Mais c'est vrai que bah en fait souvent dans ça t'es un peu prisonnier et t'es là, tu passes ta vie à courir après le temps quoi. Tu cours après le temps. Et là ça fait 2 3 semaines. Ça fait combien? Ça fait 3 semaines que je suis parti je crois de chez moi. Eh bien, je n'ai jamais pris autant le temps de faire les choses et c'est comme si j'avais l'impression que le temps, enfin la dimension et le rapport que j'ai avec le temps est devenu un petit peu différent. Et d'ailleurs, on sait que c'est Einstein, il me semble, qui l'a prouvé que le temps, il y avait une forme d'illusion par rapport au temps dans le sens où on sait pas exactement ce que c'est en fait. On sait pas exactement ce que c'est. Et ça c'est fou. Je pense qu'il y a des belles choses encore à découvrir, notamment en physique, mais à tous les niveaux. Continuons à creuser, continuons à chercher. Et je pense que s'il y a, s'il y a un indice qu'on peut donner, c'est cherchons du côté de la nature, parce qu'elle a beaucoup à nous apprendre. C'est la fin de cet épisode numéro 27. Je pense que j'étais beaucoup plus posé que d'habitude aujourd'hui. Je parlais assez lentement. On le voit, on le sent. Ça fait 1h06. Bon bah, je n'ai absolument pas vu le temps passer. Il m'a échappé. Il est parti. C'était vraiment un grand plaisir de faire cet épisode. Merci de suivre. Je compte sur toi pour mettre 5 étoiles. Fais-le. Ça, c'est une manière de contribuer au beau en transmettant des messages qui prennent le temps d'aller en profondeur, qui ne cherchent pas à gagner en efficacité, mais davantage en compréhension et en essence. Et pour rappel, tu peux acheter mon second cerveau pour 20 € avec le premier lien en description. Il y a eu des nouvelles notes cette semaine, donc tout le bouquin, la same as ever. Il y a plein de trucs. Ensuite, j'ai pris une autre note qui s'appelle minimalisme versus essentialisme. Tu t'en doutes. Et une autre note de Charlie Munger. Bon, cette semaine, on va pas faire le mytho. Ah, il y a aussi le paradoxe de Stockdale. Je sais pas si tu connais ce truc. Mais c'est assez intéressant. Bref, c'était Dali. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sans faute.